Je t'ai dit quoi la dernière fois? Tu m'as volé dans mon magasin, je t'ai dit quoi? T'as dit qu'il faut plus que je vole. Et pourquoi tu l'as refait? Je sais pas. Dis-moi pourquoi. Parce que j'aime pas me faire griller, mais... Eh, t'aimes pas te faire griller, tu crois que moi je vois rien ou quoi? Tu crois que mes caméras de surveillance ils voyaient rien du tout? Si, Eh ben ça te alors? quelque chose? Est-ce que je peux partir parce que là... Non, je vais appeler la police là. Eh ben pourquoi tu voles dans mon magasin? Je voulais pas le faire, je voulais pas. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Est-ce que... Tu peux me relâcher, s'il te plaît? Mais si je te relâche, tu vas recommencer. Non, promis. Si, tu vas recommencer. Plus jamais, hein. Oui, et je Plus reviendrai jamais. plus ici. T'as le droit de revenir, mais t'as pas le droit de voler. Oui. Plus jamais? Je ramènerai les sous et puis j'achèterai quelque chose. Ok. Bonsoir. La scène que vous venez de voir nous met tous très mal à l'aise. Le propriétaire de l'épicerie, qui filme avec son téléphone portable, veut donner une leçon à la petite fille qui a volé dans son magasin. Il espère ainsi provoquer chez elle un sentiment de culpabilité pour qu'elle ne recommence plus. Est-ce la bonne méthode? Le fait de se sentir coupable peut-il changer le comportement d'un individu? Que provoque chez l'humain cette émotion différente à bien des égards de la honte et de l'embarras? C'est à ces questions qu'on tentera de répondre dans l'heure qui suit. Ce soir, nous vous emmenons dans la tête d'un coupable. Bienvenue. S'il y a une culpabilité très répandue, c'est bien celle des parents vis-à-vis de leurs enfants. Dans cette émission, nous serons dans la tête d'une maman de 2 petites filles qui culpabilise en permanence. Je pars du principe que si elles sont malades, c'est que je les ai pas habillées comme il fallait ou qu'elles ont pris froid, mais j'ai pas fait assez attention. Donc en permanence, je culpabilise que je suis pas assez présente. Il faut faire attention qu'il faut pas se risquer. Oh non, j'ai cassé. À travers des expériences tournées avec nos caméras discrètes, vous découvrirez à quel moment du développement le sentiment de culpabilité apparaît. Et qui va me dire qu'il est content? Nous irons aussi à la rencontre de Véronique, une femme neuchâteloise qui a perdu sa sœur de façon brutale. Après le choc et la tristesse, c'est la culpabilité qui est venue la tourmenter. Ça a pris la forme d'abord de se sentir coupable d'être en vie. Je me suis dit, mais pourquoi c'est elle qui est morte et puis pourquoi c'est pas moi? Mais pour commencer, entrons dans la tête de Joachim, condamné par la justice et coupable à ses propres yeux. Écoutez bien. Ce 6 juin 2003, comme quasiment chaque vendredi soir, hein, on va boire l'apéritif avec des amis. Il y avait ma soeur, mon meilleur ami. Puis, quand on boit l'apéritif, on fait chacun sa tournée. Après, comme d'habitude, de toute façon, la voiture connaît la route, donc je me suis engagé sur une route que je prenais minimum 4 fois par jour. Et arrivé dans un virage, mon véhicule est parti de travers. J'ai heurté un véhicule qui a stoppé ma course nette ici. Je me suis réveillé 5 jours plus tard à l'hôpital. Je savais pas où j'étais, je savais pas ce que j'avais fait. Et là, les infirmiers m'ont annoncé que j'avais un accident de la route. J'ai voulu aller fumer et on m'a avancé une chaise roulante. Je savais plus marcher. Soudain, le psychiatre m'a annoncé que de mon accident, je n'étais pas tout seul. Assez à côté de moi, c'était ma compagne de vie qui est décédée quelques jours plus tard. C'était une maman, une ex-femme, une fille, une cousine, une sœur, une collègue de travail, une amie. Donc, le jeu de bowling, il est large. Parce qu'au fait, je compare souvent l'accident à un jeu de bowling. On abat la première quille, et puis après, combien il y a de quilles qui tombent derrière. En l'occurrence, dans mon accident, là, c'est 3 jeux de bowling. Il y a le conducteur étranger, il y a moi, ma famille, et il y a la famille de la victime. Donc, la souffrance est inquantifiable, là, parce qu'on ne sait pas combien de personnes ont infecté derrière, combien de quilles sont tombées. Quand on prend conscience gentiment à l'hôpital de ce qu'on a fait, parce que
la conscience vient petit à petit quand on se réveille d'un coma, hein. Et bien la culpabilité monte, elle monte. Comment je peux faire pour la faire revenir? Est-ce que je dois partir avec? Enfin, je pense que ça a vraiment un gros fourbi à l'intérieur, psychologiquement, et dans les tripes surtout. Parce que j'ai le souvenir que depuis ce jour-là, et aussi après avec mon jugement, j'avais une boule dans l'estomac. J'avais une grosse boule qui était terrible. Et pendant des années, j'ai gardé cette boule qui m'a rongé. David Sander, bonsoir. Ça. Vous êtes le directeur du CISA, le Centre interfacultaire en sciences affectives à Genève. Vous êtes un spécialiste des émotions. Alors ici, on est face à une situation de culpabilité extrême. Joachim a été reconnu coupable par la justice, mais par ailleurs, il se sent lui-même coupable. Une distinction importante à faire. Alors oui, je pense que c'est une distinction qui est importante à faire. D'une part, il y a la possibilité que la justice vous déclare coupable. Et d'autre part, il y a le fait de ressentir comme émotion l'émotion de culpabilité. Et ces deux éléments sont vraiment à distinguer. Et on peut tout à fait imaginer un grand nombre de situations dans lesquelles on aurait un élément mais pas l'autre. Par exemple, imaginez que vous soyez sur la route en tant que piéton, vous voulez traverser au passage piéton, le petit bonhomme est rouge, vous regardez bien, il n'y a personne, vous traversez, il n'y a aucune conséquence particulière. Dans ce cas-là, probablement que vous ne ressentez pas l'émotion de culpabilité, mais vous pouvez être déclaré coupable pour une infraction. À l'inverse, il y a aussi des situations dans lesquelles vous pouvez vous ressentir coupable sans que la justice vous déclare coupable. Par exemple, si quelqu'un a un besoin assez urgent d'être aidé et puis que vous ne l'aidez pas, vous pouvez vous-même ressentir la culpabilité de ne pas avoir aidé. Par contre, la justice peut tout à fait vous déclarer innocent parce que vous seriez vous-même mis en danger de l'avoir aidé. Cependant, à mon avis, ce n'est pas pour rien que le même terme est utilisé dans le monde de la justice et dans le monde des émotions, parce que dans les deux cas, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une transgression de normes sociales, de règles morales, qui font que, dans un cas, on est déclaré coupable par la justice, dans un autre cas, on ressent l'émotion de culpabilité. Et dans les deux cas, il y a cette idée importante, essentielle en fait à la notion de culpabilité, de transgression. Est-ce qu'il y a des gens qui ne ressentent pas du tout de culpabilité? Est-ce que c'est possible? Alors probablement que c'est possible. Probablement que les individus que l'on appelle communément les psychopathes sont justement ces individus qui sont relativement incapables d'une certaine empathie affective et qui ne ressentent pas de culpabilité par rapport à la souffrance de leurs victimes. À l'opposé, j'imagine qu'il y a des gens qui ressentent toujours de la culpabilité. On connaît tous quelqu'un qui se sent toujours un peu coupable. Alors effectivement, il y a une grande différence dans la propension à ressentir de la culpabilité. Il y a ce que l'on appelle le style d'attribution. C'est-à-dire que des individus peuvent, en général, quand il se passe quelque chose, avoir plutôt l'impression qu'ils sont la cause de ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle l'attribution interne. Ou au contraire, que d'autres individus ou que l'environnement est la cause de ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle l'attribution externe. Et étant donné l'importance de la notion de responsabilité dans la culpabilité, on comprend bien pourquoi quelqu'un qui aurait plutôt un style d'attribution interne aurait tendance à s'attribuer plus la faute et l'origine de ce qui s'est passé de mal pour quelqu'un d'autre. C'est de ma faute, je me sens coupable. C'est de ma faute, je me sens coupable, absolument. Est-ce qu'on peut la mesurer, cette culpabilité? Alors la culpabilité est une émotion que l'on étudie, mais qui est plus difficile à mesurer que ne le sont d'autres émotions, comme par exemple la colère, la joie, la peur, pour lesquelles il y a une expression faciale, vocale, corporelle qui est plus manifeste, qui est plus caractéristique. La culpabilité serait un peu plus silencieuse, si on peut dire, un peu plus réflexive comme émotion. Elle se caractérise notamment par des ruminations, ce qui explique pourquoi on a l'impression que la culpabilité peut durer aussi longtemps. Et donc elle n'est pas facile à mesurer d'un point de vue comportemental.
Je me sens responsable, c'est de ma faute. Une phrase qu'on a tous prononcée ou entendue une fois ou l'autre. La culpabilité va souvent de pair avec la notion de responsabilité. Si on se sent responsable de quelque chose ou de quelqu'un, lorsque la situation tourne mal ou ne se déroule pas exactement comme prévu, il y a de fortes chances qu'on se sente coupable. À ce titre, les parents sont très exposés au sentiment de culpabilité, en particulier lorsque les enfants sont tout petits et complètement dépendants des adultes. Les premiers sentiments de culpabilité, c'est le jour où on m'a posé Zoé sur le ventre, au moment de la naissance. C'était un mélange de joie et de « mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai fait une dépression postpartum d'environ 6 mois. Autant c'était une énorme joie, autant ça a été pour moi une descente aux enfers. J'avais évidemment l'alentour qui disait que ça devait être le plus beau moment de ma vie, que c'était fantastique, que c'était ci, que c'était ça. Je refusais d'accepter ma dépression. Et du coup, je ne me suis pas fait aider. J'ai préféré rester toute seule à me dire évidemment que j'étais nulle, que j'étais effectivement pas à la hauteur, parce que je n'étais pas capable d'être heureuse de cet événement qui était censé être heureux. D'un coup, je me suis sentie très seule. Je me suis sentie face à ce tout petit bout de chou, à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai correctement réfléchi? C'est une responsabilité énorme. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais réussir à amener cet petit être jusqu'au bout comme il faut? Que je vais être capable de l'éduquer correctement, de lui amener ce qu'il faut, etc. D'avoir des pensées un peu négatives sur la grossesse, sur l'enfant à venir, etc., ça peut provoquer beaucoup de culpabilité. Déjà de savoir que c'est normal, qu'on peut avoir des pensées négatives sans que on soit une horrible mère, souvent ça rassure déjà beaucoup les mamans et les papas. Le bébé est un être inachevé, donc totalement dépendant, ce qui donne une énorme responsabilité à la maman. Il y a plus de 100 ans, c'était beaucoup toute la communauté qui prenait en charge les bébés. Là, depuis le début de l'ère industrielle, c'est beaucoup les mamans qui se retrouvent seules avec ce bébé, avec leurs responsabilités, avec leurs doutes, leurs sentiments de ne pas y arriver, de ne pas savoir, d'être pas sûre, etc. Et ça fait que parfois la culpabilité augmente et devient envahissante. 2 ans après l'arrivée de son premier enfant, Véronique accouche d'une deuxième petite fille. Cette nouvelle naissance se passe plus sereinement. Pourtant, le sentiment de culpabilité perdure. Sur la feuille, là, qu'on arrive à récupérer un peu, ce serait pas mal. C'est plutôt un sentiment de... Je suis pas à la hauteur. Moi, c'est plutôt ça qui me poursuit. Regarde, on va ramasser celle qui... Et ça, je pense, ça a toujours été un sentiment que j'ai eu. Et avec l'arrivée des filles, j'ai... Oula, là, c'est autre chose. Jusqu'à maintenant, il s'agissait que de moi. Et là, je suis responsable de 2 petits êtres et je dois être à la hauteur. J'ai pas le choix. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 4 ans, donc c'est vrai que après mon papa, je le voyais pas très souvent. Et puis ma maman a refait sa vie. Mon frère et ma sœur sont quand même plus âgés. Mon frère a 5 ans de plus et ma sœur 8 ans de plus. Et j'ai toujours eu l'impression d'être arrivée un peu sur le tard et que personne n'avait le temps pour moi. Que j'en valais pas la peine, en fait. Et c'est vrai que je me suis un petit peu monté des barricades tout au long de ma vie pour être quelqu'un de très dur, très autonome, pouvant me débrouiller toute seule, ayant l'aide de personne. Je me suis souvent lancé justement des défis assez élevés pour me prouver que j'en étais capable. Et je pense qu'au moment où ce petit être est arrivé, je me suis dit, j'ai pas question qu'elle vive la même chose que j'ai vécue et je veux qu'elle se sente unique au monde. Et voilà, je pense que je suis partie dans l'opposé. La culpabilité, je dirais, est aussi très en lien avec les exigences qu'on se met, enfin, que les parents se mettent comme parents, avec aussi des idéaux qu'ils peuvent avoir.
et qu'ils n'arrivent pas toujours à atteindre. Il faut pouvoir ne pas avoir peur de solliciter la famille quand on se sent un peu fragilisé, de demander de l'aide, parce que ça c'est un autre problème, c'est que les mamans pensent qu'elles doivent y arriver toutes seules. Souvent elles ont peur de déranger, de dire au pédiatre que ça va pas, parce qu'il n'a pas le temps, parce que non, il ne faut pas avoir peur, il faut le déranger. Ouais, il est là pour ça aussi. C'est difficile à gérer. Les gens ont beau, que ce soit des professionnels ou mon entourage, ont beau me dire que c'est des choses qui arrivent, que c'est pas moi qui suis responsable. J'ai de la peine à l'accepter. Je pars du principe que si elles sont malades, c'est que je les ai pas habillées comme il fallait, ou qu'elles ont pris froid, ben j'ai pas fait assez attention, ou si elles sont pas heureuses, c'est que il n'y a pas l'atmosphère qu'il faut pour qu'elles le soient, ou voilà. Donc en permanence, je culpabilise, que je suis pas assez présente, que je suis pas assez là pour... pourtant, je suis là à tous les événements importants. C'est jamais assez bien. Non, c'est jamais... J'ai l'impression que c'est jamais assez bien. Pourtant, quand je réfléchis rationnellement, je trouve que je fais déjà pas mal. Mais une fois que je pars dans les sentiments et dans le ressenti, c'est différent. Même si Véronique n'en a pas fini avec sa culpabilité, elle est sortie de sa solitude. Aujourd'hui, elle aimerait que son témoignage soit utile aux autres. Ce serait pour les futures mamans auxquelles ça pourrait arriver, je ne leur souhaite pas, mais voilà, si elles se font aider tout de suite et si elles se rendent compte que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas normal ou qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, je pense qu'elles pourraient s'en sortir beaucoup mieux et beaucoup plus vite. David Sander, en fait, qu'est-ce que c'est comme émotion, la culpabilité? Alors, la culpabilité est une émotion qui correspond à une certaine souffrance psychologique qu'a un individu lorsqu'il a eu un comportement qui a transgressé une norme sociale ou une règle morale à laquelle il adhère, et puis, assez typiquement, lorsque ce comportement a eu des conséquences négatives vis-à-vis de quelqu'un d'autre, a causé un préjudice à quelqu'un. La plupart des émotions que l'on ressent sont déclenchées par des situations externes et par, en fait, notre évaluation d'une situation externe. On va avoir peur parce qu'il y a un danger qui se présente dans l'environnement, qui peut être réel ou imaginé. La culpabilité, tout comme d'autres émotions, mais qui ne sont pas si nombreuses, comme la honte ou l'embarras ou la fierté, sont ces émotions dans lesquelles on n'évalue pas le monde extérieur, mais on s'évalue soi-même, on évalue notre propre comportement. Ensuite, la culpabilité est une émotion morale, parce que très souvent, elle est causée par le fait que l'on a transgressé une règle morale, et le fait d'avoir de la culpabilité va renforcer les règles morales dans la communauté dans laquelle on est, va pousser à prendre certaines décisions morales et à adopter certains comportements moraux. Et puis, très souvent, on se sent coupable parce que quelqu'un d'autre a subi les conséquences de notre action et on veut un peu restaurer le lien interpersonnel avec cette personne. Et donc, le fait de ressentir de la culpabilité renforcerait la cohésion sociale, la coopération sociale. Et c'est pour cela qu'on dit souvent que c'est une émotion sociale. Est-ce que c'est une émotion universelle ou c'est spécifique à nos sociétés? Alors, il n'y a aucune raison théorique ou, à ma connaissance empirique, de penser qu'il existerait des cultures, des sociétés, des individus qui ne ressentent pas de culpabilité. On peut imaginer qu'il y a quand même des lois morales universelles qui font que, où que ce soit dans le monde, on ressent de la culpabilité si jamais on va contre ces règles-là, mais il y a aussi très souvent des conventions ou des traditions qui sont assez spécifiques. Les sociétés occidentales, est-ce qu'elles seraient particulièrement culpabilisantes, moralisantes? Alors c'est vrai que certaines approches, en anthropologie notamment, ont proposé dans les années 1950 de faire la distinction, par exemple, entre des cultures de la culpabilité et des cultures de la honte. Que les États-Unis seraient, par exemple, plutôt une culture de la culpabilité, le Japon plutôt une culture de la honte. Donc les États-Unis, une culture chrétienne? Une culture chrétienne, oui, absolument. Il a aussi d'ailleurs été proposé que le christianisme soit une religion de la culpabilité dans laquelle la notion de faute, la notion de repentance, la notion de pardon est particulièrement saillante. Et on parle parfois de sociétés ou de groupes sociaux culpabilisants avec l'idée que la culpabilité serait utilisée
comme contrôle social, c'est-à-dire pour s'assurer que les règles, les normes sont bien respectées. Quelle est la différence entre culpabilité et honte? C'est assez proche comme émotion, comme ressenti. Alors, la culpabilité serait beaucoup plus liée aux normes sociales qui vont être transgressées par nos comportements. La honte serait plus liée aux valeurs que l'on a intégrées, ce qui fait de nous la personne que nous sommes. Contrairement aux émotions primaires comme la joie, la peur ou la colère, la culpabilité ne se manifeste pas dès la naissance. Elle fait partie des émotions dites réflexives, qui demandent une conscience de soi, c'est-à-dire être en mesure de prendre conscience de ses propres actions et des conséquences qui en résultent. À quel âge alors les enfants commencent-ils à éprouver de la culpabilité? Pour le savoir, des chercheurs américains ont réalisé une expérience avec de jeunes participants. Une expérience que nous avons reproduite et qui, vous allez le voir, est aussi ludique qu'instructive. Entrez seulement, venez, vous pouvez vous asseoir là. Pour cette expérience, nous avons convié 8 parents et leurs enfants. C'est qui vient par ici aussi? Ah, t'as pris ton hélicoptère, toi? Bah, dis donc. C'est quelque chose. But de l'opération, un peu cruel, il faut bien le dire, induire chez ces enfants âgés entre 2 ans et demi et 3 ans de la culpabilité. Mais il est joli. Il est grand, ton toutou. Tu peux même dormir avec. Première étape, mettre à l'aise nos jeunes invités. Elle est trop jolie, ta licorne ici. C'est trop bien. Pour Luigi, il s'agit ici de créer un lien avec ses futures victimes. Tu fais quoi avec ça? Montre seulement, Isaac. La maman, vous pouvez aller écrire là-bas. Les présentations faites, les enfants sont appelés tour à tour à venir jouer avec Luigi et son ourson Mario. À ce stade de l'expérience, l'enfant ne sait pas qu'il est filmé. Nos caméras se font discrètes derrière une vitre sans teint. Ah, Mario, t'as vu une petite voiture pour toi? C'est une ambulance, c'est quoi? Une ambulance? Un bus. C'est un bus. Le parent, mis dans la confidence, reste dans la pièce, occupé à remplir un formulaire. Tu veux rouler sur lui? Ouais. Bon, c'est quand même mon jouet préféré, hein. Je veux pas non plus trop l'abîmer. Ça fait des guides. Comme dans l'expérience originelle, au bout de quelques minutes de jeu, Luigi va s'absenter. Et tu sais quoi? En fait, Isaac, il faut que je revienne. Je viens dans 2 minutes. Tu peux jouer avec Mario et puis les voitures. Comme ça, Mario, ils se sont pas seuls. Il confie son ours Mario à l'enfant en lui demandant d'en prendre soin. La peluche de Luigi, a priori inoffensive, va réserver une surprise à l'enfant. Merci, Mario. Oh, merci. C'est moi. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Mario? Il fait mal. Il est tombé tout seul, c'est pas moi. Mais il s'est cassé? Oui. Remets ça le pied. On peut remettre le pied? Oui. Mais on fait comment? Comment on fait ça? On doit avec le pied celui-là. Il faut faire quoi avec ça? L'incident va provoquer chez l'enfant différentes réactions. Notre experte en émotions, Anne Terrel, les observe attentivement. Au retour de l'expérimentateur, il va spontanément se diriger vers lui et lui dire que l'objet est cassé, donc reconnaître un peu la faute et proposer une tentative de réparation de cet objet. Chez un autre enfant, on observe plutôt des comportements de fuite. Donc l'enfant se dirige tout de suite vers sa maman. Bah, qu'est-ce qui est arrivé à mon jouet? Il est cassé? Bah, elle là? On voit qu'au retour de l'expérimentateur, elle va le fuir du regard. C'est des comportements que les chercheurs associent à la honte, puisque c'est des réactions comportementales qu'on observe également chez l'adulte en réponse à cette émotion de honte. À l'inverse, en réaction à la culpabilité, on va plus observer ces comportements d'excuse, de confession, de réparation de l'objet ou de la faute. Il est cassé? Qu'est-ce qui est arrivé à Mario? Il s'est cassé? Je sais pas. Ah,
C'est toi qui jouais avec? Qu'est-ce qui s'est passé avec Mario? Grâce à cette étude, les chercheurs ont montré qu'il y aurait 2 profils distincts. Les enfants de type honteux, qui auraient des comportements plus d'évitement, donc spontanés, ils vont éviter l'expérimentateur, se détourner de l'objet, et ces enfants ne vont pas chercher à se confesser ou à réparer leurs dégâts. À l'inverse, les enfants de type coupable, eux, n'évitent jamais l'expérimentateur du regard, ne se détournent pas de l'objet, et vont manifester très rapidement des comportements d'excuse, de réparation, ou vont confesser leur faute. Mario, je suis désolée parce que ton nounours, il a perdu une jambe. Quoi? Je vais essayer de... Selon l'étude de base, 80% des enfants montrant des signes de culpabilité parlent de l'incident à l'expérimentateur, contre 41% dans le groupe de ceux qui montrent des signes de honte. C'est 2 fois plus. Les enfants du groupe culpabilité sont aussi beaucoup plus enclins à réparer le jouet, 80% contre seulement 24% dans le groupe honte. Je voulais pas non plus, je voulais juste tout ça et sa jambe. Il faut pas se réfugier. Oh non, j'ai cassé. J'essaie de reviser son pied. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Mario? J'essaie de reviser son pied. Et Oh. en fait, il n'y a plus de pattes. Alors les enfants qui manifestent des réactions typiques de culpabilité, telles que les excuses, les réparations, les confessions, vont manifester plus de capacités d'empathie, plus de comportements prosociaux. Par exemple, ces enfants seront plus à même d'aller amener à l'expérimentateur son jouet précieux s'il manifeste qu'il est triste que les autres enfants. Mon papa, il a de vraies coilles. Tu crois? Ton papa, il peut peut-être mettre de la colle alors? Oui, il peut me mettre de la colle. Maman, tu peux appeler mon papa pour qu'il répare le jouet préféré à Lucie. On voit chez cet enfant, tant que l'expérimentateur ne lui a pas dit que c'était pas sa faute, il va continuer de lui proposer une solution de réparation. Il veut recoller à tout prix cette jambe. Il propose même l'aide de son père qui a des outils pour recoller la jambe de l'ours. Et du coup, ces comportements d'excuses et d'avoir envie de réparer, de changer les choses ne disparaissent pas tant que l'adulte ne lui a pas dit que c'était pas sa faute. C'est moi qui répare? Je sais pas tout faire toute seule. Ah, tu sais pas tout faire toute seule, toi. Ah, mais en fait, il s'était déjà cassé la semaine dernière. Oui. Et puis j'avais mis de la colle, mais ça n'a pas bien tenu, donc il faut que j'en remette un peu, j'avais oublié. Ah là 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 là. Ah Mario, on va te remettre de la colle et puis tout ira très bien. D'accord? Dès le plus jeune âge, la honte provoquerait donc le repli sur soi, l'inaction, alors que la culpabilité, elle, pousserait un individu à passer à l'action, à trouver une solution pour réparer la faute commise. Mais que faire de ce besoin de réparer face à l'irréparable? Notre premier témoin, Joachim, lui, a commis l'irréparable. Il a été condamné pour homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la route. Peut-on, dans ce cas de figure extrême, trouver la voie de la réparation? Depuis son accident, la vie de Joachim a radicalement changé. La prévention est devenue sa bouée de sauvetage, sa façon à lui d'agir. Alors moi, à votre âge, c'était ma passion, c'était mon sport, le sport automobile. Alors, ouais, je roulais comme un fou. Puis maintenant, le 6 juin 2003, j'ai bu l'apéro sur une terrasse. Il y avait ma soeur, mon meilleur ami, enfin, les gens qu'on retrouve le vendredi soir. Et puis là, ben, comme ça arrive qu'aux autres, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez conduit, alors vous avez vu? J'ai sorti la clé de ma poche. Parce que de toute façon, la voiture, elle connaît la route. C'est pas ça? Je me suis engagé sur une route que je prenais minimum 4 fois par jour. Et arrivé dans un virage, mon véhicule a perdu l'adhérence. Et il y a eu un imprévu. Cet imprévu, c'est ce véhicule qui arrivait en face, que j'ai percuté. Et ben, la course s'est arrêtée là, en fait. Je me suis réveillé 5 jours plus tard à l'hôpital. Coma? Coma.
Et de mon lit d'hôpital, les infirmiers, ils m'ont annoncé que j'avais un accident de voiture. Et le psychiatre m'a annoncé au fait que dans mon véhicule, je n'étais pas tout seul. Ma compagne qui était assise ici est décédée quelques jours plus tard. Votre compagne, vous avez dit? Ma compagne, ouais. C'était une maman de 2 enfants. Des enfants de votre âge. La première fois que je l'ai vu parler de son accident, là, devant des jeunes, je reconnais que j'ai pleuré, hein, j'ai les larmes qui ont giclé. Parce qu'il faut un sérieux courage pour aller raconter ça. Ce type de démarche-là, justement, a tout son sens, je pense, parce que non seulement ça permet à l'auteur de montrer qu'il a pris conscience de la gravité de son acte et de l'exprimer très clairement, donc ça lui permet quelque part déjà d'essayer de se réhabiliter à travers une action de ce type-là. Et puis, ça lui demande évidemment beaucoup de courage, parce qu'à nouveau, il va être face à des gens qui vont le juger, qui vont avoir un certain regard, qui vont peut-être même avoir des idées extrêmement négatives à son encontre, mais ça a un côté très réparateur, parce qu'en étant dans une action de ce type-là, il va être dans la démarche, en tout cas, de vouloir aider l'autre et que son expérience ait servi à quelque chose. J'ai pas juste fait du mal pour faire du mal, c'était pas ma volonté. Là, j'ai envie de réparer, j'ai envie d'éviter à d'autres personnes de commettre la même erreur. Et ça peut avoir un impact très très fort sur beaucoup de gens et c'est très très utile. Donc ça va l'aider aussi à accepter et à vivre avec cette page de son livre, de sa vie, qui est pas facile à accepter. On me dit que j'ai du courage, mais non, j'ai pas du courage. J'aimerais juste rester moi-même, être authentique. Je ne veux pas me mentir ni mentir aux autres. Je vais essayer d'assumer le mieux mon passé. J'ai fait une erreur qui est irréparable. Et je pense de pouvoir quand même me regarder dans le miroir le matin que je me rase ou que je me brosse les dents. Et ben, je pense que ça, c'est un beau respect pour soi. 14 ans après le drame qui a coûté la vie à sa compagne, Joachim est loin d'en avoir fini avec sa culpabilité. Un sentiment que sa mère a également longtemps ressenti. Vous posez les questions, où c'est que j'ai fait faux? C'est la culpabilité de ne pas avoir bien fait. Ça a duré longtemps. J'ai mis 4 ans à me sortir, quoi. À sortir de cette bulle. Il m'a fallu aussi 4 ans pour prendre le volant sans avoir peur. Enfin, moins peur. La culpabilité, elle va se situer à plusieurs niveaux. Il y a la culpabilité de l'acte qu'on a commis, hein, dans ce cas précis, dans cette configuration. Et puis, il y a ce que cet acte va avoir comme conséquence. Pas que sur la victime, mais sur soi. Hein. Si je finis en prison, quand même, ça va causer évidemment de la peine, de la tristesse, de la douleur à ma femme, à mes parents, à mes enfants, mon employeur, le regard des autres, comment est-ce qu'on va me voir, comment est-ce qu'on va me percevoir. Donc la culpabilité, elle peut avoir plusieurs couches et être à différents niveaux. Et ça va amplifier aussi parfois d'autres problématiques. Hein. Si on a un tempérament déjà un peu anxieux ou dépressif, là, ça peut être très compliqué. Si on voit nos proches s'effondrer par rapport à ça, là, ça peut, même dans certains cas, porter la personne à vouloir mettre fin à ses jours ou avoir des décisions extrêmes parce qu'il ne supporte plus cette culpabilité qui l'envahit constamment. Aujourd'hui, de mes états d'âme, ça m'arrive quand même de dire, mais je fais quoi ici? Je trouve pas ma place dans cette société. Pourtant, j'ai payé ma dette, soit justice, sociale. Je pourrais être libéré de tout ça, mais j'ai toujours l'impression que j'ai mon sac qui m'étouffe, puis je me fais écraser, puis quand je suis dans la rue, ben j'ai toujours cette impression d'étiquette sur le front. Et c'est difficile de vivre avec ça en permanence. Il payera toute sa vie, Joachim. D'ailleurs, il est extrêmement seul. Il y a plusieurs années,
Joachim a choisi de quitter la région. La prison et les séquelles de l'accident ont rendu difficile son retour au travail. Il vit aujourd'hui de petits travaux intérimaires. Des fois, je suis tellement fâché contre moi-même que cette colère, elle prend le dessus sur cette culpabilité, sur ce manque d'estime. Les relations familiales sont très perturbées depuis mon accident. Maintenant, j'ai le lien avec ma maman qui est assez fort et très précieux même, qui est même très important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le lien avec ma maman, mon dernier enfant qui me tiennent ici. Autrement, je ne sais pas ce que je devrais continuer à faire ici. David Sander, est-ce que vous comprenez ce besoin de réparer de Joachim? Oui, absolument. En fait, ce besoin de réparer est tout à fait naturel qu'a Joachim. C'est un besoin qui correspond à ce que l'on appelle la tendance à l'action de la culpabilité. C'est-à-dire que chaque émotion, en fait, est constituée de plusieurs composantes. La tendance à l'action est l'une de ces composantes. Si l'on prend comme exemple la peur, par exemple, dans la peur, on a la tendance à l'action de se protéger, par exemple, par la fuite. Eh bien, dans la culpabilité, la tendance à l'action qui serait associée serait de réparer la faute que l'on a commise. Au premier abord, lorsqu'on pense à la culpabilité, on se dit que c'est une émotion assez négative. C'est jamais très agréable de se sentir coupable. Mais si on y réfléchit bien, est-ce que cette émotion est si négative que ça? Alors en fait, la culpabilité reste une émotion négative dans une certaine mesure parce que d'un point de vue du ressenti, c'est une émotion très désagréable, très douloureuse psychologiquement. Par contre, il est vrai que si on considère la composante de tendance à l'action dont nous venons de parler, eh bien là, c'est une émotion que l'on peut considérer comme positive parce qu'elle a une dimension très prosociale, elle a une dimension d'aide vis-à-vis de l'autre. Lorsque l'on ressent de la culpabilité, on se décentre en quelque sorte de sa souffrance du moment personnel pour essayer de diminuer la souffrance d'autrui, de la personne que l'on a fait souffrir de par son action. Donc, de ce point de vue-là, la culpabilité aurait cette fonction un peu de coopération sociale et de s'assurer que ce qui est bien est fait et ce qui est mal, en quelque sorte, pour la culture en question, n'est pas fait. J'imagine que c'est quand même lié à l'intensité avec laquelle on ressent la culpabilité. Ça peut être aussi assez bloquant. Alors absolument. La dimension positive de la culpabilité est présente dans l'idée de la réparation. Par contre, si jamais l'émotion de culpabilité est extrêmement intense et qu'on est dans une situation où il y a une souffrance psychologique du coup très intense et une quasi-impossibilité de réparer, par exemple, son acte, dans ce cas-là, la culpabilité va être extrêmement difficile à vivre et va durer, notamment avec des épisodes répétés, parce que l'on aura les remords et des ruminations qui vont persister. Pour sortir des remords et aller de l'avant, il faut donc se donner la possibilité de réparer sa faute. En Suisse, comme ici à Fribourg, la justice pénale des mineurs peut proposer depuis 2007 une médiation, même en cas de délit grave. Au cœur de cette démarche, le sentiment de culpabilité et la capacité de se mettre à la place de l'autre. Dans une séance de médiation, il faut bien se rendre compte que les personnes viennent... c'est très rare qu'elles viennent de bon cœur et le cœur léger, qu'on soit l'auteur mis en cause ou la victime. On a plutôt tendance à penser que la victime, elle vient très chargée, en ayant peur, etc. Mais très souvent, l'auteur ou celui qui a mal agi, eh bien, lui aussi vient un peu la boule au ventre. La médiation, c'est la rencontre. Et souvent, c'est la première fois ou une des premières fois où l'auteur va revoir la victime. Comme c'est pas prévu dans la justice ordinaire, eh bien, c'est quand même pas si évident que ça. Et c'est pas, on doit peut-être sembler cette idée que l'auteur d'infraction, c'est une personne insensible. Bien au contraire. Victimes et agresseurs se rencontrent ici, autour de cette table. C'est le cas de Nicolas et Fabio. Depuis des mois, Fabio est harcelé par des élèves de son école. Un jour, Nicolas le frappe au visage. C'en est trop pour la mère de Fabio. Elle dépose plainte pour coups et blessures contre Nicolas. La médiation à laquelle nous allons assister est réelle. Pour préserver l'anonymat des protagonistes,
nous remplaçons ici l'image par le dessin. Les adolescents sont accompagnés de leur maman. 2 médiateurs mènent la séance. Est-ce que tu arrives à te mettre à la place de Fabio? Ou bien pas? Qu'est-ce qu'il a pu ressentir, à ton avis? De la tristesse. Ouais. Puis des fois de la colère aussi. Puis ça, aujourd'hui, tu arrives à en prendre conscience. Qu'est-ce que tu pourrais faire envers Fabio et sa maman pour réparer ce qui s'est mal passé? Être ami avec Fabio, puis un peu lui donner des coups de main, genre quand il y a des autres qui le cherchent. Est-ce que Fabio, ça, cette démarche de décourager les autres, de t'embêter et leur dire maintenant arrêtez d'embêter Fabio, exactement. Toi, c'est quelque chose que tu pourrais apprécier? Oui, quand même. Pendant la médiation, cette culpabilité, elle peut évoluer dans le sens où le fait de pouvoir expliquer à sa victime ce qui l'a mené à commettre l'acte qu'il a commis, les circonstances, son passé peut-être, sans forcément trouver d'excuses, mais juste expliquer, donner un sens à pourquoi il en est arrivé là, peut lui permettre à lui d'apaiser aussi un peu cette culpabilité, de se sentir entendu, reconnu aussi là-dedans. Par rapport à la victime, parfois, elle peut elle aussi se sentir coupable de ce qui lui est arrivé. Il y a ce sentiment de peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou j'ai fait au contraire quelque chose, j'ai donné des signes, pourquoi j'étais là à ce moment-là, etc. Et le fait justement, elle, de pouvoir poser des questions à l'auteur, de pouvoir, elle, exprimer ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, va lui permettre à elle justement de sortir de cette culpabilité et de rendre la responsabilité de ce qui est arrivé à l'auteur, et de ne plus la porter, elle, sur ses épaules. La reconnaissance, les regrets et la réparation, eh bien, ça va dans l'ordre. Ça va dans l'ordre. Et là, au milieu, avec les regrets, moi, j'ajoute souvent les excuses, parce que je pense que même si certaines personnes disent la médiation, il suffit de s'excuser pour que ça marche, pas du tout. Les excuses, c'est une démarche qui est très importante, c'est une démarche d'échange, où on reconnaît l'autre dans le fait qu'il est victime. On en prend conscience et on dit, eh bien, je m'excuse, je te demande, je te présente mes excuses, et l'autre valide cela en disant, j'accepte les excuses. Il y a un échange, et un échange sur la même chose, et ça, c'est effectivement très important. On a parlé aussi de ses excuses. Oui. Est-ce que vous avez besoin qu'il fasse ses excuses, je sais pas, moi, par écrit, ou est-ce qu'il peut vous faire les excuses en te donnant la main comme ça? Qu'est-ce que tu aimerais, toi? En serrant la main? Oui. D'accord. Pour toi, ce serait suffisant, ce serait bien. Ben, voilà, lève-toi sur le papier comme système. Je me suis comme ça. Fabio, ça va? Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah bah, on aime bien entendre ça, nous aussi. Comment toi, tu te sens? Bien. Bien, ouais. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la justice restaurative, la médiation, soit supérieure à la justice pénale, ça ne me semble pas correct. Je pense par contre que c'est très complémentaire. La justice pénale, elle va se focaliser plutôt justement sur la sanction, voire la réhabilitation en une certaine partie, mais on est quand même plus dans une démarche de sanction à la base, alors que la justice restaurative, elle est beaucoup plus dans l'humain. Elle va donner une vraie place à l'auteur et à la victime, ce que le procès très souvent n'offre pas, où ils vont pouvoir justement échanger, s'exprimer l'un et l'autre, et là être justement dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus humain, et qui va les aider dans leur parcours de vie après par la suite. Vous l'aurez compris, la culpabilité peut être une sorte de ciment social, un sentiment altruiste. Un sentiment altruiste dont certains se servent d'ailleurs. Il suffit de penser aux sollicitations des œuvres d'entraide qui arrivent régulièrement dans nos boîtes aux lettres. Ces structures ont des buts louables, mais utilisent parfois notre propension à nous sentir coupables pour obtenir un versement d'argent. Pensez aux photochocs qui accompagnent ces courriers par exemple. Rien de bien grave, sauf que lorsque les propositions de réparation sont trop flagrantes et qu'elles sont demandées avec insistance, ça peut faire l'effet inverse. C'est du moins le constat de chercheurs de l'Université de Bordeaux qui ont mis en place une expérience très efficace. Pour reproduire l'étude bordelaise, nous avons convoqué dans nos locaux 7 sujets volontaires, aussi bien des hommes que des femmes. But de l'expérience, démontrer que trop de culpabilité provoque le rejet, un phénomène que les spécialistes nomment réactance. Première étape du protocole,
réveiller chez nos volontaires le sentiment de culpabilité. Vous pouvez prendre place là-bas. Alors, le but de l'exercice qu'on va vous demander, c'est d'essayer de vous rappeler d'une situation réellement vécue dans laquelle vous avez ressenti de la culpabilité. Vous avez une feuille, un stylo devant vous. Vous allez décrire en détail tous les éléments qui ont provoqué cette culpabilité, les gens avec qui vous étiez, le lieu, etc. Allez-y. On leur demande vraiment de se rappeler des détails, de lieux, d'émotions, de sensations qui ont contribué à cette émotion de culpabilité. Et tous ces petits détails, en les rappelant par écrit, on sait que ça vient réactiver l'émotion. Ça m'a un peu chamboulée de repenser à des situations de culpabilité. J'ai quand même ressenti des émotions, mais je ne pourrais pas dire que c'était de la culpabilité. Et si, à ce moment-là, on avait dû vous demander d'évaluer sur une échelle de 1 à 10, par exemple, votre sentiment de culpabilité, vous auriez dit quoi? Je pense 7. Bah, par rapport à la chose que je pensais, c'est 10. 8, je pense. Maintenant, quand j'y repense, j'aurais mis peut-être 2 ou 3. Mais c'est vrai qu'en me rappelant du sentiment que j'ai eu le jour même où j'avais fait ça, c'est vrai qu'il était quand même assez fort. Je dirais entre 7 et 8. Selon les chercheurs, l'émotion de culpabilité va rester présente chez nos volontaires pendant une dizaine de minutes. Dans ce laps de temps, ils vont être plus réceptifs aux opportunités de réparation. En d'autres mots, à la possibilité d'accomplir une bonne action. Ça tombe bien. Sophia, notre complice, vient d'installer un stand pour une récolte de dons. Aurélien Graton, notre expert, supervise les opérations. Il s'agit ici d'interpeller nos volontaires juste au moment où ils pensent nous quitter. Sophia va recevoir des consignes bien précises. Pour la première consigne, le principe c'est d'être assez insistante, de vous positionner un peu comme une militante qui va vraiment vouloir que le participant s'engage auprès de l'association. Donc avec les phrases comme on compte sur vous, on a besoin de vous dans l'association, vous vous positionnez comme quelqu'un qui va insister auprès du participant. D'accord ? Dans la deuxième consigne, la ligne plus subtile, l'objectif c'est de présenter les faits mais de façon plus neutre, moins insistante. Donc vous rappelez uniquement les faits, le fait que 10% des moins de 25 ans risquent d'être sous le seuil de pauvreté, mais sans trop insister auprès des participants. À ce stade de l'expérience, nos volontaires ne se doutent de rien. Ils pensent en avoir terminé avec nous et sont ramenés à la réception de la télé. Nous nous arrangeons ensuite pour les faire patienter dans le hall, tout en les filmant en caméra discrète. Ah, mais excuse-moi, j'ai oublié, parce qu'il faut que je te fasse signer une décharge aussi, donc faut que je remonte la chercher, je vais le dire en haut, et je repasse tout à l'heure. C'est avec Sophie. Bonjour mademoiselle, savez-vous aujourd'hui que 10% des jeunes risquent d'être pauvres avant 18 ans en Suisse? Avec notre premier groupe de sujets, Sophia va adopter un discours simple et peu culpabilisant. Résultat, ils laisseront tous leur adresse e-mail et prendront le temps de l'écouter. Voilà, vous pouvez en parler. Comment vous avez trouvé cette personne au stand? Gentille, douce. Je dirais, elle met les gens en confiance. J'ai trouvé souriante, j'avais envie de l'écouter. Elle m'a proposé donc de faire un don ou de mettre mon adresse email. J'ai pas fait le don, mais je lui ai donné mon email. Je reviens dans 2 minutes. Ok, pas de souci. Avec le second groupe, Sophia va changer de ton. Elle devient plus directive et insistante. L'effet de rejet ne tarde pas à se manifester. D'accord, et vous avez déjà signé Mes parents, ils ont fait, je crois, pour moi. Je ne l'ai pas trouvé forcément très jovial, et du coup, moi, ça m'a un peu coupé, et ça m'a pas forcément donné envie de redonner plus, alors que j'avais déjà donné. Je peux absolument rien vous donner, quoi. Genre vraiment. Même 2 francs, même 1 franc. La situation est telle que je suis en train de. Je peux même pas faire des courses. Même pas faire des courses. Non, enfin, je veux dire, vous comprenez un peu la situation. Parce qu'il y a pire, il y a pire aussi. Ouais. Mais je peux pas. Enfin, je veux dire, je veux déjà me peiner mon cas. D'accord. Quand on me demande mon aide et que je dis non, puis qu'on est insistant, je veux dire. Quand on demande la bonne foi des gens et qu'ils disent « Ah, mais là, je suis pas prêt de vous aider », et qu'on insiste, comment la personne est peut-être encore plus apte à venir vous aider. Donc en l'occurrence, typiquement ici, on peut imaginer des participants qui éprouvent de la culpabilité. Donc ils sont à l'affût, ils vont chercher une façon de réparer. Mais si on vient derrière leur asséner un message trop insistant, trop présent, ils vont se dire « Oula, déjà j'ai envie de réparer, mais si
la proposition de réparation est trop forte, trop insistante, pas assez subtile. Moi, je me sens privé de liberté, donc je ne vais pas faire ce qu'on attend de moi. En l'occurrence, je ne vais pas m'engager dans le don ou dans la promesse de don en laissant mon adresse email. Donc pour retrouver ma liberté, je vais refuser finalement ce que la personne au stand me propose. La culpabilité, émotion silencieuse, intérieure, sentiment désagréable que l'on ressent lorsqu'on a mauvaise conscience. Mais pas seulement. Certains la ressentent intensément sans raison objective. La culpabilité devient alors pathologique et empêche de fonctionner. Véronique a perdu sa sœur de façon brutale, à l'âge de 35 ans. Après le choc et la tristesse, c'est la culpabilité qui est venue la tourmenter jusqu'à l'empêcher de vivre. Quand on a un deuil dans sa famille, on traverse différentes phases. Il y a eu ce terrible choc et puis beaucoup d'émotions, d'incompréhension, de colère qui sont arrivées à l'annonce du décès de ma sœur. Et puis après, assez vite, j'ai commencé à ressentir de la culpabilité. Ça arrive un petit peu sournoisement comme ça parce qu'on s'y attend pas. Et puis ça a pris la forme d'abord de se sentir coupable d'être en vie. Je me suis dit mais pourquoi c'est elle qui est morte et puis pourquoi c'est pas moi? Et là j'ai commencé à ressentir de la culpabilité un peu dans toutes les situations de vie où j'avais du plaisir. Ça pouvait être par exemple d'aller à un concert ou d'avoir une partie de rigolade avec des amis ou d'aller au restaurant et d'avoir du plaisir à manger quelque chose de bon. Et puis tout d'un coup, il y a cette espèce de culpabilité, ce sentiment qui remonte à la surface. Et puis typiquement, on se dit qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à ma place ou j'y ai pas droit. Alors, ça m'a jamais fait rebrousser chemin, mais par contre, ça gâchait mon plaisir. Et puis ça n'allait plus, en fait. Pour une personne hédoniste comme moi, de plus avoir de plaisir et puis d'avoir ce sentiment qui était quand même autodestructeur. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça pouvait pas continuer comme ça. Ce qui va se produire, c'est qu'il y a cette forme de culpabilité imaginaire dans ce cas-là, parce qu'elle n'a rien fait de faux, mais où, dans un premier temps, elle va se dire qu'est-ce que j'ai pas fait pour empêcher ça? Ça arrive très souvent. Donc il y a un sentiment de culpabilité parce qu'on se sent responsable. De nouveau, c'est une responsabilité qui n'est pas réelle, donc c'est très très compliqué, mais le sentiment de culpabilité, il est bien présent, comme si, effectivement, un acte, une faute avait été commise d'une manière ou d'une autre. Donc là, le travail, il va falloir essayer justement de faire rentrer un peu de rationalité chez la personne qui vit ça, lui faire comprendre effectivement le fait que on n'est pas tout puissant, on n'a pas de pouvoir divin, on ne peut pas anticiper ce genre d'événement, et avoir été là ou pas là, on n'aurait très probablement pas pu l'empêcher. On se sent presque coupable d'avoir ressenti de la culpabilité sur le long terme. C'est comme une espèce de honte en fait, parce que j'étais pas coupable au sens légal du terme, c'était vraiment... j'avais rien fait de mal, j'avais pas souhaité la mort de ma sœur aînée. Et non, il faut bien garder en tête que cette culpabilité, si elle arrivait, c'est qu'elle avait son sens. C'est que ça faisait partie de mon chemin du deuil. Et puis que c'est une construction mentale, mais c'est naturel, c'est moi qui l'ai créée. Pour apprivoiser sa culpabilité et mieux vivre sa peine, Véronique rencontre d'autres frères et sœurs confrontés au deuil. Elle crée alors un groupe de parole. Et lorsque 9 ans après la mort de sa sœur aînée, sa cadette décède d'une hémorragie cérébrale, Véronique encaisse le choc différemment. Elle pose des actes symboliques pour ne pas retomber dans les mêmes schémas de culpabilité. Quand Laurence est décédée, donc ma petite sœur, elle aimait beaucoup les pluches. Donc je lui ai écrit une lettre et puis j'ai ouvert un petit nounours et puis j'ai mis cette lettre
dans le nounours, je l'ai recousu et puis après j'ai placé cette petite peluche dans son cercueil. Donc ça, c'était un geste un peu symbolique, mais je pense que le fait de lui avoir écrit une lettre, de lui avoir dit ce que j'avais à lui dire, ça a permis peut-être de faire en sorte que... de boucler une boucle, certes, de dire adieu, mais aussi de préparer mon avenir à moi. Préparer l'avenir, s'autoriser à aller de l'avant. C'est encore aujourd'hui le but de Joachim. Aujourd'hui, je pense que j'ai payé ma dette pénale, ma dette auprès de la société. Moralement, je ne pourrais jamais payer ma dette. Et à vos yeux, vous êtes coupable à vie? Alors, à mes yeux, je suis coupable à vie, c'est sûr, oui. Je sais que j'ai enlevé la vie humaine. Et qu'est-ce qu'il y a de bien? Quel est le bien le plus précieux dans la vie? C'est la vie humaine. Et comment on peut faire revenir une vie? Même si je faisais revenir à vie 50 enfants, ça ne fera jamais revenir la vie de la personne qui n'est plus là aujourd'hui. Donc, je suis coupable à 100%. Et dans mon cas, c'est pas ni la vitesse, ni l'alcool, c'est bien moi qui étais au volant. Donc c'est moi le responsable primaire de ma culpabilité. Réparer, c'est vraiment quelque chose qui donne du sens aujourd'hui à votre vie? Il faut essayer de sauver une vie. Et sauver une vie, essayer de réparer, c'est ce qui me donne cette énergie, cette volonté d'aller de l'avant. Si seulement je pouvais sauver une vie, je crois que ce serait le plus beau cadeau que je pourrais avoir dans ma vie. Hein. Parce que la plus grande fortune qu'on peut avoir de nos jours, c'est avoir la vie. Et sauver une vie, c'est précieux. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé votre place dans la société? Aujourd'hui, j'essaie de retrouver un petit peu des petits repères qui me permettent déjà de survivre. Des petits repères qui me donnent un peu de satisfaction. Des petits repères qui me démontrent que j'existe, puis que je suis là aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis dans le désarroi, parce que ça m'arrive. Mais c'est vrai que je trouve pas tellement de place pour aller sonner, hein, pour parler ou comme ça. Donc, trouver sa place, non, je trouve pas ma place. C'est peut-être le prix à payer. Voilà, Dans la tête d'œuf, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre page Play RTS. Vous pouvez également nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.